Bonjour. Dans la vidéo précédente, nous avons décrit l'émergence au cours du XIXe siècle du répertoire d'action collective nationale autonome qui se retrouve au cœur des démocraties contemporaines. Nous nous sommes d'ailleurs concentrés sur la question du vote qui joue un rôle central dans ce répertoire d'action collective. Dans cette vidéo, nous reprenons là où nous nous sommes arrêtés dans la dernière vidéo et nous continuons justement la description de l'évolution et des transformations de la participation collective et de l'action politique depuis, en l'occurrence, la fin du XXe siècle. Comment, depuis la seconde moitié du XXe siècle, la participation politique et l'action collective ont-elles évolué? Quels sont, à la fois dans les modes d'action, les acteurs impliqués, les enjeux au cœur de ces formes d'action politique? Quels sont les différents changements qu'on peut observer et décrire? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Quand on étudie l'évolution des formes de participation politique et d'action collective depuis la fin du XXe siècle, on va observer un certain nombre de changements. Le premier de ces changements qu'on peut noter, c'est la diversification des formes de participation politique. En gros, les formes de participation politique et d'action collective qu'on retrouve essentiellement dans le répertoire national autonome sont fondées sur la force du nombre. Que ce soit avec les élections dont on a déjà parlé, mais aussi la manifestation ou même les pétitions. Le but est de montrer qu'une majorité de personnes soutient vos opinions. Lors des élections, la personne qui gagne est celle qui a obtenu le plus de voix, donc une majorité d'électeurs et d'électrices a décidé de soutenir. Et le but des manifestations aussi est de montrer qu'une partie importante de la population est prête à descendre dans la rue pour défendre telle ou telle revendication. Et on va observer en fait l'apparition d'autres formes de participation politique qui sont fondées sur d'autres critères. Cette transformation, elle se retrouve même dans le monde du travail et pour la question des conflits de travail. On va observer un déclin du modèle de la grande grève avec des manifestations. Alors ce déclin, il s'observe par exemple à travers l'évolution du nombre de JINT, c'est-à-dire le nombre de journées individuelles non travaillées. En gros, c'est le nombre de jours de grève multiplié par donc le nombre de jours de grève dans l'année multiplié par le nombre de personnes qui ont participé à ces grèves. Et on voit clairement qu'entre 1975 et 1995, il y a un clair déclin et une diminution qui d'ailleurs s'est poursuivie après, un rythme plus faible certes, mais quand même marqué. Donc soit qu'il y ait moins de personnes qui acceptent de faire grève, soit que les grèves durent moins longtemps. En tout cas, clairement, la grève a un rôle moins important aujourd'hui qu'elle pouvait l'avoir encore en 1975. Et ça va laisser place en fait à d'autres formes de conflits, d'autres formes de participation politique et d'action collective. Donc là, vous observez par exemple le déclin de la grève, des grandes grèves de plus de 12 jours, qui en fait laisse place plutôt à des grèves plus courtes, de moins de 2 jours, à du débrayage. Donc en gros, c'est le fait d'arrêter de travailler une partie de la journée, mais donc vous travaillez quand même une partie de la journée. Donc c'est pas totalement une grève, on ne peut pas compter un jour de grève dans ce cas-là. Le refus d'heures supplémentaires, la pétition, d'autres formes encore de conflits. Alors, j'ajouterais quand même que vous avez des sociologues du travail qui affirment que c'est pas tellement que ces nouvelles formes se sont développées au détriment des grandes grèves. Alors certes, il y a un déclin des grandes grèves, mais c'est peut-être aussi que ces nouvelles formes existaient auparavant, mais qu'on était tellement centré sur les grandes grèves organisées dans des grandes entreprises industrielles qu'on n'y faisait pas assez attention et qu'on ne les mesurait pas. Et que si on pouvait mesurer l'évolution de ces autres formes de conflits du travail depuis une plus grande période que juste depuis 1998, on verrait peut-être qu'elles jouaient aussi un rôle plus important auparavant. Mais que clairement, en tout cas, ça c'est incontestable, le nombre de jours de grève a baissé, ce qui montre que les grèves jouent un rôle moins important dans le cas des conflits du travail. De façon générale, on peut observer le développement et l'émergence d'autres formes de participation politique, plus individuelles, plus discrètes, clairement moins coûteuses pour les personnes qui décident de s'y engager que de faire grève sur une longue période, qu'il s'agisse de signer une pétition, d'avoir une démarche de consommation engagée ou d'autres formes de participation politique. Alors sur la consommation engagée, en gros, le but c'est d'exprimer vos opinions politiques à travers vos choix de consommation. Donc ça peut notamment passer par des démarches de boycott,
où vous décidez de refuser d'acheter tel ou tel produit parce que soit vous n'êtes pas d'accord avec les conditions de production de ce produit, vous savez que c'est fait dans des conditions qui sont peu respectueuses des droits des travailleurs, des travailleuses, éventuellement des droits de l'enfant, de l'environnement, et donc vous décidez de ne pas acheter un produit qui est fait dans telles conditions, ou alors vous savez, le produit vous convient, plus ou moins, mais vous savez que cette entreprise soutient telle ou telle opinion politique, et pour clairement marquer votre désaccord, pour sanctionner cette entreprise et ses opinions, les opinions qu'elle soutient, vous décidez de ne plus acheter tel ou tel produit. Donc ça, c'est du boycott. Et vous avez à l'inverse la logique du boycott, donc à peu près la même chose mais avec un U, un B-U-Y-C-O-T, où là au contraire vous achetez des produits parce que, notamment dans les conditions de production mais aussi pour d'autres raisons, vous êtes d'accord avec les opinions politiques que ces produits, ces entreprises représentent. Par exemple, vous achetez des produits bio, équitables. Après, le boycott, c'est plus compliqué de faire la distinction entre participation politique et choix de consommation. Alors que dans du boycott, clairement, on veut sanctionner l'entreprise et on veut clairement montrer son désaccord. Donc là, ça peut être plus facile de montrer que c'est une forme de participation politique. Un autre changement qu'on peut observer en dehors des formes de participation politique, c'est les acteurs qui sont à l'origine de ces participations politiques et de ces actions collectives. Donc, dans le cadre du répertoire national autonome, on avait dit que les acteurs qui étaient à l'origine de l'action collective, c'était des organisations qui étaient autonomes, des élites locales, politiques, que ce soit des partis politiques, des syndicats, mais qui étaient censés représenter une organisation autonome des citoyens et citoyennes par eux-mêmes. Ce qu'on peut rajouter, c'est que ces organisations étaient assez rigides et organisées de façon hiérarchique, avec des personnes qui prennent les décisions et des personnes qui sont plutôt chargées de les exécuter. Et ce modèle justement très hiérarchique et assez rigide va être progressivement remis en cause. On va voir d'autres acteurs émerger, que ce soit donc des associations, des groupements, des coordinations. Tout ça, globalement, c'est différents noms pour désigner à peu près la même chose. Où l'organisation va être à la fois moins rigide, plus flexible, où ce sera plus facile de changer de mode d'organisation. Ce sera plus facile aussi pour les personnes qui s'engagent de décider de leur niveau d'engagement au lieu que ce soit décidé pour eux et pour elles, et aussi organisé de façon plus horizontale, moins hiérarchique. Donc au lieu d'avoir un modèle très pyramidal, vous avez des personnes qui décident, des personnes qui exécutent, vous avez différents rangs, par exemple des groupes locaux qui doivent se référer aux groupes départementaux, qui doivent se référer aux groupes régionaux, qui doivent se référer au groupe national et à l'élite nationale. Là, vous avez justement différents groupes qui ont à peu près le même niveau, qui vont se coordonner, au nom de coordination, qui à un moment du coup vont décider d'organiser une action ensemble, puis peut-être que cette coordination va se défaire et que c'est d'autres groupes qui vont s'associer et coordonner une action entre eux, et même entre les militants et les militantes. Même si vous avez certaines personnes qui ont un rôle plus important, on va quand même donner plus de poids à la base militante et laisser plus de personnes participer aux prises de décision. On peut aussi noter, tant en ce qui concerne les formes de participation politique que les organisations qui en sont à l'origine et justement l'organisation de ces acteurs, que les nouvelles technologies numériques, les nouvelles technologies de l'information et de la communication ont joué un rôle et ont provoqué des changements. À la fois, vous allez avoir du côté des formes de participation politique des actions qui vont directement se mener sur ces nouvelles technologies, sur les réseaux sociaux numériques, typiquement quand vous avez un hashtag qui se diffuse et qui justement a pour but de montrer qu'un certain nombre de personnes reprend telle ou telle opinion politique, mais aussi sur l'organisation où les nouvelles technologies numériques vont pouvoir faciliter une organisation plus horizontale où tout le monde pourra participer et donner son avis et où justement c'est à travers ces échanges qu'une prise de décision se dégagera. Enfin, on peut observer un changement dans les revendications portées par les différents mouvements, par les différentes formes de participation politique. Là, vous avez justement une représentation de différentes revendications. Ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois
on a des manifestations, ce qui montre que quand même le modèle de la manifestation garde une place centrale dans les formes de participation collective protestataire, hein, mais ces différentes manifestations portent sur des sujets différents. D'un côté, vous avez une manifestation pour le climat et la protection de l'environnement. De l'autre côté, plutôt quelque chose qui se rattache à des conflits traditionnels sur le travail, en l'occurrence la question des retraites. Une manifestation contre les violences sexistes et sexuelles, et une manifestation contre l'homophobie, le racisme, l'extrême droite, et donc pour l'égalité des droits des différentes communautés et des différents individus. Et ça nous amène à en fait ce qu'on appelle la question des nouveaux mouvements sociaux. C'est une question qui apparaît à la fin des années 1960-1970. Alors l'expression de nouveaux mouvements sociaux, parfois abrégée sous le sigle NMS, elle nous vient d'Alain Touraine, mais la question se retrouve de toute façon dans plusieurs sociologues qui, sans reprendre directement cette expression, vont clairement avoir des conclusions similaires en France, aux États-Unis, etc. Et ce qui semble se dégager de ces différents travaux sur les nouveaux mouvements sociaux, c'est que ces nouveaux mouvements, ces nouveaux conflits sont plutôt centrés sur des valeurs dites post-matérialistes, pour reprendre l'expression du sociologue américain Ronald Inglehart. C'est-à-dire que les conflits sociaux traditionnels étaient plutôt centrés sur des questions matérialistes liées au monde du travail, aux conditions de travail, aux revenus, et que vous allez avoir, alors que justement le niveau de vie augmente et les inégalités sont en train de diminuer, les citoyens et citoyennes vont s'intéresser à d'autres enjeux, plutôt sur leurs conditions de vie, mais moins matérielles, sur la question de l'environnement, sur la question de la reconnaissance de l'identité et des droits des minorités, que ce soit, comme on l'a vu, sur la question du racisme, de l'homophobie, etc., qui donc ne sont pas forcément des questions matérialistes où il s'agirait de dire quels sont les revenus, etc., mais vraiment de dire de façon générale quelle représentation on a de tel ou tel. Donc si on cherche à faire une synthèse des différences entre les conflits sociaux dits traditionnels et les nouveaux mouvements sociaux, en dehors des questions de période, puisque donc les conflits sociaux traditionnels seraient jusqu'aux années 1960, et à partir des années 1970, vous aurez du coup l'émergence de ces nouveaux mouvements sociaux, On voit des différences d'abord dans les revendications, les valeurs et les enjeux qui sont portés. Donc du côté des conflits sociaux traditionnels, plutôt des revendications matérialistes centrées sur le revenu, les conditions de travail, et du côté des nouveaux mouvements sociaux, plutôt des revendications et des enjeux post-matérialistes, centrés sur les droits et l'identité des minorités, sur l'environnement. Du côté de l'organisation, dans les conflits sociaux traditionnels, vous avez plutôt des organisations hiérarchiques et rigides, même si elles sont autonomes des élites politiques, que ce soit les syndicats, les partis politiques, etc. Et vous avez, du côté des nouveaux mouvements sociaux, plutôt une organisation qui est plus horizontale, plus flexible, où on laisse plus facilement les militants et militantes décider de leur niveau de leur engagement et éventuellement de céder, d'arrêter leur engagement. Enfin, sur les formes de participation politique qui sont privilégiées, vous retrouvez du côté des conflits sociaux traditionnels plutôt le modèle des grandes manifestations, des grandes grèves, et du côté des nouveaux mouvements sociaux, donc on l'a dit, des actions qui peuvent être parfois plus individuelles, plus discrètes, comme tout ce qui est pétition, consommation engagée, l'usage des nouvelles technologies, et ce que je vais ajouter que je n'avais pas encore mentionné jusque-là, le fait qu'au lieu d'essayer de sensibiliser l'opinion publique en soulignant, en jouant sur la force du nombre, en montrant qu'une majorité de personnes est déjà prête à soutenir cette opinion et à se battre pour défendre telle ou telle revendication, là, on va essayer de sensibiliser les médias et l'opinion publique à travers des actions qui peuvent être fondées sur un petit nombre de militantes et de militants, mais qui vont être originales, spectaculaires et qui vont du coup frapper, attirer comme ça d'un coup l'attention des médias et de l'opinion publique. Vous avez par exemple tout ce qui est les die-in, lie-in, sit-in, ou encore que les sit-in, c'était plus le modèle de la désobéissance civile qui était présent avant, qui commence à émerger justement au cours des années 60, mais donc le die-in, où il s'agit justement de se coucher par terre et notamment pour représenter la mort
ou l'assassinat de telle ou telle cause, de telle ou telle institution. Par exemple, si vous allez avoir des militants, des militantes qui vont se coucher pour symboliser les dégâts faits au climat, les espèces qui disparaissent, ou encore une institution qui est attaquée, comme l'hôpital qu'on assassine, l'école qu'on attaque, etc. Cependant, cette opposition entre conflits sociaux traditionnels et nouveaux mouvements sociaux, qui est pratique, qui permet de simplifier les choses, elle est en réalité à nuancer quand on voit la réalité à la fois des anciens conflits sociaux et des conflits sociaux actuels, où on retrouve un mélange de ces différentes caractéristiques. Par exemple, le mouvement des suffragettes qui émerge à la fin du XIXe siècle. On peut situer le début avec la Convention américaine de Seneca Falls en 1848 et qui se développe pendant le début du XXe siècle, avec différentes dates selon les pays. C'est un exemple de participation politique pour défendre les droits d'une minorité, au sens où les femmes n'avaient pas les mêmes droits et avaient moins de droits que les hommes, pas au sens de minorité numérique évidemment, mais donc ce qui est plutôt une caractéristique, le mouvement féministe en général est plutôt considéré comme une caractéristique des nouveaux mouvements sociaux. Autre exemple, le mouvement des Gilets jaunes, où là vous avez, qui est donc un conflit social actuel, mais vous avez clairement un mélange des différentes caractéristiques entre les conflits sociaux traditionnels et les nouveaux mouvements sociaux, puisque c'est un mouvement social qui est avant tout fondé sur des questions, des questions matérialistes, des questions de revenus, de pouvoir d'achat. Donc on est plutôt du coup du côté des conflits sociaux traditionnels, même si vous avez de l'autre côté des revendications qui sont plutôt post-matérialistes en disant que la défense du pouvoir d'achat ne doit pas forcément se faire au détriment de la protection de l'environnement. Simplement, les mesures de protection de l'environnement doit se faire dans le cadre d'une démarche de justice sociale, de justice environnementale et de ne pas demander aux personnes les plus pauvres, aux milieux les plus modestes, de payer un coût disproportionné et de faire payer plutôt les personnes les plus riches. Et dans les formes de participation politique, vous avez plutôt une organisation qui est souple, qui est peu hiérarchique, peu rigide. Donc ça, ce qui est carrément une caractéristique des nouveaux mouvements sociaux. Mais vous avez aussi, donc dans les formes de participation politique qui sont adoptées, vous avez d'un côté, vous avez pu avoir des formes d'action originales comme l'occupation des ronds-points et parfois aussi l'usage de la violence, qui est plutôt spectaculaire, et donc qui ne se réfère pas vraiment au répertoire des conflits sociaux traditionnels, mais en même temps, vous avez aussi des manifestations qui se fondent toujours sur la force du nombre, et donc qui font référence au répertoire des conflits sociaux traditionnels. Donc là, le mouvement des GIE, c'est un clair mélange des genres entre mouvements sociaux traditionnels et nouveaux mouvements sociaux.